Bonjour à toutes et tous. Merci de vous être inscrits et de participer à cette visio-conférence sur le sujet de la santé, de la sécurité et de l'amélioration de la prévention. Et on va tenter de, en tout cas, répondre à ces questions et vous donner quelques clés euh, qu'on espère intéressantes et utiles. Alors, les consignes, je crois que voilà, tout le monde a en effet désactivé son micro, caméra. Merci, ça va nous permettre de limiter un petit peu la borne passante. Alors, je me présente, je suis Laetitia Sartori, je suis directrice générale associée à l'agence, à la Link Up Factory. Et j'ai le plaisir aujourd'hui d'animer avec Lina Bachiri cette vidéo-conférence. Voilà, on travaille ensemble sur un certain nombre de sujets, sur la prévention santé, la santé publique, la sécurité. Et donc, c'est avec grand plaisir aujourd'hui qu'on va partager avec vous quelques éléments, je l'espère, inspirants. Alors, peut-être quelques mots sur l'agence. Je veux bien la slide suivante. Donc, la Link Up Factory, nous sommes un petit peu un électron libre, je dirais, sur le marché. Nous sommes à la fois une agence de consulting, une agence de conseil sur les stratégies d'engagement et en même temps une agence de communication. C'est pour ça que je dis qu'on a un petit peu un électron libre sur le marché. Et il nous semble que justement, c'est parce qu'on accompagne nos clients à la fois à définir, à co-construire, à solidifier leur stratégie d'engagement, donc vraiment sur le fond, qu'on va arriver à avoir une tonalité juste pour pouvoir exprimer, révéler leurs engagements et puis leur ambition. Voilà, agence de conseil et de consulting. Alors, si on regarde un petit peu plus précisément quels sont nos domaines d'expertise. Alors, globalement, notre mission à la Link Up Factory, c'est vraiment d'accompagner nos clients sur la co-construction de leur démarche d'engagement pour qu'elles soient les plus ambitieuses possibles. Donc vraiment sur le fond, sur ce travail à la fois de diagnostic, de définition de la stratégie et de co-construction de leurs engagements, mais aussi sur cette idée de à la fois faire résonner et révéler ces engagements et cette stratégie d'engagement auprès de leurs parties prenantes et des différents publics concernés. Donc, on a 3 domaines d'expertise spécifiques à l'agence. Le premier, tout ce qui va tourner autour de la stratégie RSE. L'enjeu est effectivement d'accompagner les entreprises, de se dire à définir leur stratégie d'engagement au niveau du groupe, au niveau de l'entreprise, pour qu'elles deviennent des entreprises contributrices au développement durable. Une fois qu'on a travaillé là-dessus, donc on est aussi bien en accompagnement des entreprises dans la structuration de leur stratégie RSE, dans l'animation et dans la communication. C'est ce que je vous expliquais juste à l'instant. Puis une fois que la stratégie d'entreprise au niveau du groupe est claire, qu'elle est suffisamment solide, comment on fait redescendre cette stratégie d'engagement groupe pour qu'elle vienne nourrir la marque et qu'elle vienne à la fois nourrir la marque, mais aussi répondre aux attentes des parties prenantes spécifiques de la marque. Donc, on a aussi ce pan d'accompagnement un peu plus marketing, vraiment pour à la fois développer, travailler sur la stratégie d'engagement de la marque en tant que telle, mais aussi venir nourrir son expression créative et en faire des marques engagées qui vont faire sens auprès notamment d'une de leurs parties prenantes clés que sont les consommateurs. Et puis le dernier pilier d'expertise à l'agence, c'est le changement de comportement. Et aujourd'hui, on va, avec Lina, vous en parler. Donc, il faut rendre à César ce qui est à César. Le changement de comportement à l'agence, c'est une expertise que notre présidente, Sandrine Raffin, développe depuis de nombreuses années. On a travaillé à ses côtés. Elle a publié dans des revues scientifiques sur ce sujet-là. Elle a beaucoup travaillé notamment sur le marketing social, qui est une des techniques du changement de comportement dont on va vous parler. Donc, ce qu'on fait à l'agence et ce qu'on propose à nos clients, c'est de pouvoir accompagner les acteurs qui sont engagés dans effectivement le changement sociétal. Et donc, ça peut être au niveau des institutions pour leurs citoyens, au niveau de l'entreprise, auprès de leurs collaborateurs, au niveau de la marque, auprès de leurs consommateurs. Et donc, on travaille sur l'amélioration, comment favoriser effectivement un changement de comportement pour adopter
une attitude, un geste, un comportement favorable à sa santé ou à sa sécurité. Donc beaucoup sur les sujets de santé publique, de sécurité, mais aussi en lien avec le développement durable au sein de l'entreprise, faire adopter les bons comportements en matière de développement durable. On utilise également le changement de comportement. Et pour terminer sur cette rapide présentation de l'agence, nous sommes une agence engagée, nous faisons partie du Global Compact. Nous sommes certifiés B Corp depuis près de 3 ans et demi, 4 ans maintenant. Et nous venons de rejoindre la communauté des entreprises à mission. Voilà, pour donner quelques éléments. Je veux bien la slide suivante. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet et dans notre sujet sur cette conférence, sujet de la santé, de la sécurité, du bien-être, comment améliorer la prévention, comment agir efficacement. Et on va tenter autour des sciences du comportement, justement, et je vous parlais de changement de comportement, de regarder et quelles sont les techniques, les inspirations qui peuvent aider à faire adopter des changements de comportement qui vont être les plus utiles possibles sur nos sujets. Alors, premier point de contexte, il y a des approches en matière de prévention santé, certes, elles ont un certain nombre de limites et on va regarder ce premier point de constat. Alors, quand on regarde ces deux affiches ou ces deux campagnes, aujourd'hui, ces recommandations-là, que ce soit en matière de nutrition, sur les fruits et légumes ou évidemment de tabac, tout le monde connaît ces recommandations. Elles sont connues, elles sont martelées depuis des années. Et pourtant, quand on regarde les chiffres, combien de personnes mangent des fruits et légumes? Aujourd'hui, globalement, c'est un peu moins de 2/3 des adultes qui ne respectent pas ces recommandations. Si on regarde sur les enfants, c'est encore pire. Et sur le tabac, globalement, encore un Français sur 4 déclare fumer quotidiennement. Donc, c'est des campagnes qui ont été martelées, qui ont été extrêmement importantes, sont des campagnes qui misent sur l'information. Donc l'information, elle est importante, elle est nécessaire et d'ailleurs, ça a permis de convertir très certainement un certain nombre de personnes à manger des fruits et légumes et à arrêter de fumer. Mais néanmoins, ça ne convertit pas tout le monde parce que l'information est importante, la sensibilisation est importante, mais elle n'est pas suffisante. Ce qui va vraiment faire bouger les comportements, installer effectivement ce bon geste, c'est arriver à trouver le levier motivationnel et à installer une véritable stratégie de changement. Donc là, on regarde ces exemples qui sont plutôt dans le domaine de la santé publique, mais si on le transfère sur le monde de l'entreprise, on se rend compte que l'entreprise fait face à peu près à ce même décalage en matière de prévention et en matière de résultats. Alors, on va regarder, évidemment, pousser ce contexte et regarder en matière de santé, sécurité au travail, qu'est-ce qui se passe? C'est un sujet qui est adressé et qui est très bien adressé depuis un certain nombre d'années. On sent une véritable progression. Aujourd'hui, les entreprises, et notamment les grandes entreprises, se sont dotées de politiques de santé et sécurité qui sont vraiment solides. Voilà, on travaille sur les ports des ETI, les troubles musculo-squelettiques, la prévention à un certain nombre d'exposants, aux polluants, etc. Que sais-je, à la fois sur la santé et sur ces domaines plus de sécurité. Voilà, les risques ont été identifiés, il y a des objectifs qui sont définis, des mesures qui sont là pour les atteindre. Il y a beaucoup de prévention en termes de sensibilisation, de formation qui sont mises en place. Les mesures sont là, le pilotage est là aussi. Et d'ailleurs, dans certaines entreprises, vous parlez de sciences du comportement, il y a un certain nombre de théories comportementales qui sont venues s'adjoindre à ça. Alors, des politiques solides. Alors aujourd'hui, le défi, c'est le zéro accident au travail. C'est ce pas-là, ce dernier pas qui est, même si elles ont progressé, qui est important et qui est un véritable défi, notamment pour des grandes entreprises, à arriver jusqu'à zéro accident du travail. Alors certes, le sujet est adressé plutôt bien et de façon solide, mais quand on regarde les résultats, les effets restent quand même à nuancer, et c'est ce qu'on a voulu montrer dans cette slide-là. Donc on s'est intéressé à une étude qui porte sur les 20 dernières années et qui montre finalement une réalité un petit peu contrastée. Alors certes, depuis quasiment 20 ans, 2001, on est quand même à une baisse assez importante des accidents du travail, près de 15%, ce qui est plutôt un très bon point. Mais finalement, ce chiffre vient masquer un certain nombre d'inégalités. Alors d'abord, des inégalités entre les hommes et les femmes.
encore une fois, ce sont près de 30% d'accidents du travail en plus pour les femmes. Donc ça, c'est un vrai point et un vrai point de travail. Et puis, ça vient masquer d'autres types d'inégalités ou en tout cas, je dirais de disparités plutôt, dans différents secteurs. Il y a des secteurs qui sont plus risqués ou plus accidentogènes que d'autres. À la fois là, on a mis une diminution dans la métallurgie et en même temps, on voit qu'il y a des activités, pour le coup, notamment des activités de service, où il y a une véritable augmentation des accidents du travail ou encore le travail temporaire. Donc, je ne vais pas m'appesantir sur ces points-là, mais c'était intéressant de montrer cette disparité et montrer également que le zéro accident, ça reste un objectif difficile à atteindre. Voilà. Ce dernier pas, finalement, hein, ce dernier kilomètre, hein, comme on pourrait dire, bah, il est souvent complexe parce qu'on a installé, on a mis en place des politiques, on a installé des guidelines, on a installé un certain nombre de réflexes, mais finalement, pour arriver à faire bouger totalement les comportements, il reste le comportement individuel qui est complexe et le zéro accident, c'est très certainement un des points qui restent à travailler et on va regarder quelques clés tout à l'heure. Et puis, il y a un deuxième point pour terminer ces points de contexte, ça a été l'impact de la crise sanitaire. Donc, il y a eu beaucoup d'impacts pendant cette crise sanitaire, il y en a eu aussi sur les accidents au travail. Le premier, bah, évidemment, il y a eu un certain nombre de chômage partiel, donc des postes qui n'étaient pas en route ou en tout cas dans les usines. Donc, on note mécaniquement une baisse globale des accidents du travail. Mais à côté de ça, ce qu'on note, hein, c'est une augmentation assez forte des affections psychiques et près de 37%. Donc là aussi, ça s'entend, ça s'explique. Hein, le rythme de travail a bougé, beaucoup plus de télétravail, très certainement une difficulté, en tout cas sur les travails postés entre la frontière travail et vie privée. Bref, en tout cas, une augmentation des affections psychiques et donc un point qui est à considérer et très certainement à travailler différemment. Je pense qu'il faut que tu éteignes ton Outlook parce que sinon on va voir. Et enfin, dernier point, bah, ce sujet de la prévention, santé, sécurité, bah, il nous concerne tous. Il concerne bien évidemment les institutions pour les citoyens que nous sommes, sur les sujets de santé publique, on vient d'en évoquer quelques-uns. Les entreprises, pour leurs collaborateurs, un point important, on a mis d'autres exemples, ça peut être les mutuelles pour leurs adhérents, voire les marques. En tout cas, il y a deux points qui nous semblent importants. Bah, il y a une réglementation qui est là et qui s'est renforcée récemment avec la nouvelle loi santé au travail, qui met particulièrement l'accent sur la prévention. Puis il y a un deuxième point, parce qu'on est une agence spécialisée sur les enjeux du développement durable et de la RSE, c'est que ces enjeux de prévention santé et sécurité, ils font partie intégrante des démarches RSE des entreprises. Ça fait vraiment partie de leurs engagements et ça nous semble important aussi de les travailler en ce sens et de bien les intégrer dans cette démarche de responsabilité sociétale des entreprises. Donc voilà, ces points de contexte pour rentrer dans le vif du sujet. En tout cas, c'est la question qu'on s'est posée. Comment rendre plus efficaces les actions de prévention, santé, sécurité et de bien-être au sein du travail notamment. Comment on va au-delà finalement de la sensibilisation. Comment on aide à faire passer ce cap. Comment on arrive à agir et à faire passer à l'acte pour adopter le bon comportement. Et c'est difficile de faire changer les comportements. Donc, on s'est attaché à regarder quels pouvaient être les leviers qui sont intéressants à activer justement pour accompagner durablement le changement de comportement parce que finalement, l'enjeu, il est là, hein, c'est sur la pérennité. Et puis, il y a des techniques qui sont associées à ça. On va vous en parler tout de suite. Donc, je vais laisser la parole à Lina qui va continuer la présentation.
Lina, on t'entend pas, je sais pas, on te voit pas et on t'entend pas. Je sais pas si tu parles, Le mais... micro de Lina est coupé un peu. Oui. Ouais, c'est mieux. Vous m'entendez? On t'entend en écho. Est-ce que c'est bon? Oui, c'est bon, Lina, on t'entend. Et on te voit. Oui, donc comme je le disais, les comportements des individus et les évolutions de ces comportements dans le temps, c'est le résultat de mécanismes assez complexes et c'est ce qui fait justement qu'on observe ce que Laetitia vous a présenté en introduction, ce décalage finalement entre l'information qu'on peut connaître et recevoir et notre passage à l'acte et notre capacité justement à faire évoluer nos comportements, même si on sait qu'ils sont vertueux et qu'ils ont plein de bénéfices potentiels. Donc c'est ce qu'on appelle finalement le décalage entre l'intention et l'action. Je pense que c'est quelque chose qu'on a tous vécu à un moment dans sa vie et qu'on continue de vivre sur plein de sujets, pas forcément que des sujets de prévention. Mais voilà, ce lien qui fait que la connaissance qu'on peut avoir dans certains sujets, certes, va nous sensibiliser et va peut-être nous mettre dans un état d'esprit qui va être favorable au changement de comportement, mais on va avoir besoin d'éléments déclencheurs et de leviers motivationnels, comme le disait Laetitia tout à l'heure, pour pouvoir enclencher un passage à l'acte. Le comportement, on ne va pas rentrer trop dans le détail de ce que c'est que le comportement au niveau cognitif, mais ce qui est intéressant à comprendre, c'est que c'est le résultat finalement d'un ensemble de facteurs qui interagissent entre eux à différents moments. Il y a ce qu'on appelle les facteurs cognitifs ou personnels, qui vont être justement nos connaissances, les choses qu'on peut connaître sur un sujet, les attentes qu'on peut avoir aussi par rapport à ça, les attitudes, donc nos émotions et les choses les représentations finalement qu'on va projeter sur un certain type de comportement ou d'état d'esprit. Il y a les facteurs comportementaux, ça va être nos compétences, ce qu'on est capable de faire, ce qu'on a l'habitude de faire. Et puis un élément qui est important et sur lequel j'insisterai un petit peu plus tout à l'heure, qui est l'efficacité personnelle, donc la confiance qu'on peut avoir en notre propre capacité à faire les choses. Et ça, c'est vraiment un élément qui est très important. On va être d'autant plus perméable et comment dire, incité à changer et à évoluer dans nos comportements si on s'en sent capable, si on sent qu'on a en nous la ressource nécessaire finalement pour évoluer. Et puis, il y a ce qu'on appelle les facteurs environnementaux. C'est tout ce qui va évidemment nous entourer. Donc, ça peut être évidemment des contraintes matérielles, des contraintes de disponibilité, d'avoir accès à telle ou telle ressource, évidemment. Mais c'est aussi la norme sociale, ce qui structure nos interactions avec les autres. Si on fait le parallèle avec le monde de l'entreprise, ça va être évidemment la culture d'entreprise. Et puis l'influence que les autres ont sur nous et que nous, on pense avoir aussi sur eux. Donc voilà, et puis c'est pas du tout une liste exhaustive, mais c'est tout un ensemble de facteurs et de projections qui vont avoir un effet sur les comportements. Et tout ça, c'est justement ce que prend en compte le marketing social dont vous parlez tout à l'heure en introduction. Qu'est-ce que c'est que le marketing social? Finalement, si on veut résumer cette approche assez simplement, c'est intégrer les concepts du marketing commercial avec tout ce que ça comprend d'études précises de notre cible, de segmentation de cette dernière, de ses besoins, etc. Et donc, c'est intégrer tous ces concepts-là en le mixant avec d'autres approches qui sont, elles, issues des sciences sociales et comportementales pour influencer les comportements et les faire évoluer dans un but d'accroître le bien-être de l'individu et celui de la société. Donc, on est vraiment, avec le marketing social, sur un objectif de santé publique. L'objectif n'est plus un objectif commercial, mais on vient s'inspirer de toutes ces techniques qui ont fait leur preuve depuis des années pour optimiser justement ce changement. Donc, c'est un concept qui date environ des années 50 et puis qui a été vraiment théorisé dans les années 70, d'abord aux États-Unis et qui est beaucoup utilisé outre-Manche et outre-Atlantique dans les programmes justement de santé publique. Et ça commence à arriver petit à petit en France. Il y a un congrès européen qui a lieu chaque année, donc la 5e édition, commence demain d'ailleurs à Thessalonique en Grèce. Et qui est justement l'occasion pour tous les acteurs du marketing social de venir présenter des projets innovants, partager sur différentes théories et méthodes inspirantes pour justement faire progresser ces techniques encore et les faire évoluer. Il y a un institut du marketing social qui a été créé en France en 2021, qui permet justement de venir regrouper là encore des expertises
et de créer une dynamique en France autour de ces sujets-là. Et puis, chez LinkUp, comme le disait Laetitia en introduction, c'est une expertise que l'on porte depuis pas mal d'années maintenant, avec notamment donc, Sandrine Raffin, notre présidente, qui a beaucoup publié sur le sujet, qui a notamment publié un de ses derniers livres, Nudge et Marketing Social, qui va reprendre certaines des techniques que je vais vous présenter aujourd'hui, et qui sont justement des techniques inspirantes pour faire évoluer les comportements. On va rentrer maintenant dans le vif du sujet. Comment on peut s'inspirer du marketing social pour faire justement évoluer les comportements et améliorer durablement la prévention. Alors, on a fait le choix de ne pas vous faire un cours théorique sur le marketing social et les sciences du comportement, mais vraiment sélectionner 6 points clés, 6 approches qui nous semblaient vraiment les plus pertinentes et qui font partie vraiment des approches qu'on utilise nous le plus à l'agence dans nos méthodologies d'approche en sciences du changement de comportement, que ce soit sur des sujets de santé publique ou de RSE, et qui nous semblaient les plus intéressantes, et à chaque fois de l'illustrer par des cas concrets qu'on a pu réaliser à l'agence ou ailleurs, qui sont voilà, des exemples de réalisation en entreprise ou en santé publique sur ces sujets-là. Le premier point, ça découle de ce que je vous disais, le marketing social tire son origine et ses bases méthodologiques du marketing commercial. Et donc, la première étape de ce type de projet, c'est de bien comprendre son public cible et son contexte. Pourquoi c'est important de faire ça? Ça permet ensuite de construire des stratégies d'action, donc des dispositifs d'intervention, des communications, etc., qui soient efficaces parce qu'elles vont venir directement toucher le public que l'on veut viser, et surtout parce qu'on aura identifié en amont ses freins et ses leviers de changement. Quand on va adopter un nouveau comportement, ça va forcément nécessiter des modifications de nos habitudes. Comme je vous disais, un comportement, c'est un mélange de plein de choses. On va devoir modifier nos habitudes, on va devoir faire un effort, on va devoir peut-être renoncer à certaines pratiques. Tout ça, c'est ce qu'on appelle en marketing social le prix à payer. Et ça veut dire que on va avoir finalement, face à l'adoption d'un nouveau comportement, tout un tas de freins qu'il va falloir lever et pour lesquels il va falloir trouver des leviers motivationnels évidents pour pouvoir inciter une personne à changer de comportement. On parlait en introduction des fruits et légumes. Tout le monde est au courant que manger 5 fruits et légumes par jour, c'est une recommandation de santé publique et que c'est a priori très bon pour la santé. Pourquoi on ne le fait pas et pourquoi il y a un si fort taux de réactance face à cette norme? C'est que finalement, quand on va creuser les freins, on se rend compte que les gens perçoivent les fruits et légumes comme trop chers, comme trop compliqués à préparer, comme longs à éplucher, comme longs à transformer, etc. Ou que c'est quelque chose qui n'est pas apprécié en goût par la famille, par les enfants. Donc forcément, on n'a pas forcément envie de perdre du temps et de passer du temps à préparer quelque chose qui ne va pas être apprécié, entre guillemets, à sa juste valeur. Ça, c'est tout un exemple de frein qu'en marketing social, on va venir adresser pour justement répondre à la problématique, plutôt que se contenter de dire, voilà, les fruits et légumes, c'est bon pour la santé, ça protège de tout un tas de maladies, etc. Même si ça reste une information qui est évidemment importante à diffuser au public. Et puis, on va venir prendre en compte les habitudes, les représentations, la norme sociale dans laquelle on s'inscrit, le regard que les autres vont porter sur notre évolution de comportement et sur son changement. Et sur, évidemment, voilà, quelle est la culture prévention de l'entreprise dans laquelle on s'insère, quelle est la perception des salariés vis-à-vis de tout ça. Et enfin, on va venir au maximum potentialiser sur les moments de perméabilité au changement, que ce soit sur des durées longues ou des durées courtes à l'échelle de la journée. Il va y avoir des moments où on va être plus réceptif à certaines communications, plus réceptif à certaines évolutions de changement, et c'est très important de les prendre en compte quand on met en place un dispositif d'intervention en entreprise ou ailleurs. Et le dernier point, c'est de bien poser le problème. Et pour ça nécessite de faire des choix. Souvent, quand on se lance sur ce type de problématique, on a envie de tout adresser parce que les enjeux sont évidemment énormes, qu'il y a évidemment des choses très importantes à adresser pour la santé, le bien-être des salariés ou des personnes au sein d'une organisation. On a envie de vraiment cocher toutes les cases d'un coup. Pourtant, c'est important de faire des choix en fonction évidemment du contexte et de cette étude de la cible, de bien identifier le niveau auquel on souhaite avoir un impact. On ne pourra pas tout toucher d'un coup et avoir à la fois un impact au niveau de l'individu lui-même, du collectif, de l'environnement. Il faut pouvoir se mettre des priorités. Peut-être que c'est des choses qu'on va adresser ensuite sur le long terme, mais vraiment de se définir d'abord un socle de priorités
communes à adresser, de voir comment on va agir dessus, quels objectifs on se donne, et puis d'échelonner un petit peu ces étapes-là dans le temps. Alors, pour illustrer ce point, on a choisi un cas qui sort peut-être un tout petit peu de la santé en règle générale, même s'il est un peu lié, mais qui est plutôt lié, on va dire, à la thématique du bien-être au travail et de l'inclusion. Comment favoriser l'inclusion professionnelle des personnes en situation d'obésité? C'est un sujet qu'on a traité dans le cadre d'un projet européen pour lequel on a travaillé avec l'association Vivons Enfants. Le projet visait à adresser deux problématiques fortement corrélées qui sont un surpoids et une obésité élevée et un taux de chômage élevé dans les populations. Le projet s'adressant aux populations transmanche, donc qui vivent dans le nord de la France et dans le sud de l'Angleterre, qui sont justement deux régions particulièrement touchées par ces problématiques-là. Donc, en analysant la cible et le contexte de ce sujet qui est vraiment très vaste, et donc je vous présente juste un extrait ici, à l'échelle de l'entreprise, on s'est rendu compte qu'il y avait tout un tas de discriminations à l'égard des personnes en surpoids et obèses. Donc, que ce soit collaborateurs, managers, recruteurs, il y avait beaucoup d'idées reçues en fait sur la capacité des personnes en surpoids et obèses à pouvoir occuper un poste. Une norme sociale qui va banaliser la stigmatisation vis-à-vis de ces personnes, ou même des idées reçues qui, si elles ne sont pas directement verbalisées, sont en tout cas intériorisées avec comment dire, des idées reçues de manque de dynamisme, de problématiques d'intégration dans les équipes, etc. Tout un tas de stigmatisation, de discrimination évidemment à combattre, mais qui sont difficiles finalement à adresser pour les recruteurs et les employeurs. Et puis des situations de conflit évidemment qui peuvent générer de ce type d'approche qui sont difficiles à adresser parce qu'on a peur de mal faire, qu'on ne sait pas forcément par quel bout prendre le sujet. Et puis du côté des personnes en situation d'obésité, une peur de rendre compte des situations de discrimination. Il y a très très peu de situations de discrimination qui aboutissent à des rapports, à des plaintes ou même à des situations de verbalisation même en entreprise. Et puis une peur justement de verbaliser des besoins spécifiques qu'on pourrait avoir du fait de son statut et de sa corpulence, que ce soit un aménagement du bureau, de l'environnement de travail, etc. Justement parce qu'on n'a pas envie d'amplifier un phénomène de discrimination. Tout ça, ça a des conséquences qui sont énormes au niveau de l'embauche et au niveau du maintien en entreprise. Il y a un rapport du Défenseur des droits qui a été publié en 2016 qui montre qu'une personne en surpoids et obèse a 4 à 8 fois moins de chances d'être embauchée qu'une personne qui ne l'est pas. Et puis, ça occasionne aussi, une fois que la personne est en entreprise, potentiellement des augmentations et des promotions qui sont moins fréquentes, donc des évolutions de carrière qui sont diminuées. Tout ça, ça nécessite forcément d'adresser le sujet. C'était un sujet on s'est rendu compte qui n'était pas jusque-là adressé frontalement, en tout cas comme ça en entreprise. Donc, on a fait le choix de créer un outil. Alors, le dispositif Aspire, c'est un dispositif très vaste et il y a beaucoup d'actions concomitantes, mais un des outils qui a été créé, c'est un livre blanc sous la forme de fiches pratiques qui portait sur des situations concrètes de discrimination. Le parti pris, à partir du contexte qui a été identifié, c'était vraiment de rentrer par des situations concrètes, frontalement, par des idées reçues. Voilà, je suis employeur, je suis recruteur. On pense ou on entend parler du fait que les personnes en surpoids obèses pourraient avoir une endurance moins importante. Qu'en est-il et comment moi ça peut m'impacter au sein de ma structure et comment j'adresse le sujet concrètement. Et du coup, pour chacune de ces fiches, sont adressées des clés pour comprendre la situation, pour lever les freins et donner aux recruteurs des éléments clés pour comprendre que non, cette situation de discrimination n'est pas acceptable, que cette idée reçue en est une et qu'il y a des éléments concrets qui peuvent venir contrebalancer cette position-là, que ce soit avec des chiffres clés, des rapports, mais aussi des témoignages. Et puis des clés pour agir concrètement, comment dans sa structure on fait quand on est face à ce type de situation pour lever les freins. Donc c'est un outil qui a été développé dans le cadre du projet Aspire et qui a été aussi développé évidemment avec un comité d'experts qui mêlait des personnes au sein de l'entreprise, des associations qui suivent les personnes en surpoids et obèses, l'Association française des managers de la diversité, etc. Donc tout un collectif d'expertise qui nous a permis de réaliser ce document. Le deuxième point, une fois qu'on a fait cette étude de la cible, c'est d'activer finalement le bon levier au bon moment. Je parlais tout à l'heure de période de perméabilité. On va être sur ce niveau d'action-là.
C'est essentiel de proposer à la cible qu'on a identifiée comme prioritaire des objectifs qui lui soient perçus comme atteignables, c'est-à-dire qu'elle puisse s'engager sur un chemin de changement de comportement pas à pas, progressivement, mais sûrement sur une démarche de changement. On dit, et c'est théorisé, c'est ce qu'on appelle les stades de Prochaska et Di Clemente, qu'une personne, quand elle s'engage dans un nouveau comportement, elle va passer par plusieurs phases progressives d'engagement, allant de l'indifférence. Au début, voilà, par exemple, je suis fumeur, je fume par habitude, je ne me suis jamais posé la question de ma consommation de tabac. Et puis petit à petit, à force d'être confrontée à des campagnes, des discussions avec mes proches, à des spots télévisés, etc., bah, je vais me poser la question. Je vais me dire, ah, mais pourquoi j'ai ce comportement? Pourquoi je fume? Est-ce que j'ai envie d'arrêter ou pas? Donc ça va être des stades d'évolution de changement qui vont progresser petit à petit jusqu'à un stade qu'on appelle le stade d'action, qui est vraiment, aujourd'hui, je décide d'arrêter de fumer. Aujourd'hui, je décide de modifier mon comportement et de changer. Et puis, une fois qu'on a passé cette étape-là, bah, y a l'enjeu du maintien, c'est-à-dire que il faut pouvoir réussir à maintenir ce changement de comportement dans le temps et donc faire en sorte de ne pas retomber à une étape entre guillemets, de refus. Comment on fait ça? Bah, un des leviers, c'est vraiment de susciter et de stimuler le sentiment d'auto-efficacité des personnes, c'est-à-dire ce sentiment qu'on a intrinsèquement à se sentir en capacité de faire les choses. C'est quelque chose qui est beaucoup adressé justement de plus en plus dans les campagnes de santé publique, où on fait vraiment attention de faire en sorte que notre public cible se sente en lui-même d'avoir les clés pour agir. Un exemple d'un cas qu'on a traité chez LinkUp il y a quelques années qui vient finalement réactiver un peu des éléments dont je viens de vous parler. C'était pour Total. Alors l'enjeu, c'était d'inciter les collaborateurs de l'entreprise à adopter des gestes de prévention santé dans leur pratique quotidienne. L'enjeu était évidemment de trouver les bons leviers. Il y avait eu un constat au sein de la structure qui était qu'il y avait un mauvais respect des consignes de sécurité sur les risques long terme, qui peuvent être des risques très graves, que ce soit des risques d'exposition, des risques de portage de charges lourdes, etc. Notamment parce qu'il y avait tout un enjeu de motiver un public assez jeune pour qui les risques long terme sont justement des risques qui ne sont pas des risques palpables, très parlants. Et donc, face à cette problématique-là, il y a eu tout un dispositif qui a été mis en place. Alors, des quiz, des affiches qui mêlaient justement des questions sous forme de quiz pour interpeller justement les salariés sur des questions qui d'habitude ne sont pas des questions qui se posent, puisque justement, c'est des risques long terme, on ne s'en préoccupe pas, c'est par habitude, etc. Des visuels qui venaient appuyer tout ça parce que ça illustrait des situations exactes vécues par le terrain. Et puis, évidemment, des pictogrammes qui viennent transmettre une information simplifiée et appropriable par tous. Et puis, ce dispositif, il a été couplé à un dispositif d'ambassadeurs. Donc, c'était des salariés de même niveau hiérarchique, où le but était justement de finalement diffuser une sensibilisation qui soit de pair à pair et qui soit perçue comme plus légitime par les salariés au sein de la structure, plutôt qu'une communication qui pourrait être perçue comme finalement plus descendante. Donc ça, c'est vraiment l'identification des bons leviers. Et puis au bon moment, bah, ça nécessitait de trouver le bon moment de perméabilité à cette sensibilisation-là. Il a été constaté évidemment que bah, le temps dédié à la formation était quand même assez réduit, avec peu de temps des salariés dédiés au e-learning individuel et puis une nécessité d'engagement qui était assez forte. Donc il a été fait le choix de faire des supports de formation pour l'interne qui soient assez adaptable et qui puisse permettre de diffuser une information courte et efficace par les chefs d'équipe au moment en fait des réunions d'équipe projet. Donc quand on va démarrer un projet ou quand on fait le bilan d'un projet en cours, ça permet de diffuser les points et les leviers finalement, les clés en fait de sécurité sur ce sujet-là au début de la réunion de manière assez efficace et assez appropriable par les équipes, sans avoir voilà des grandes formations et des temps de formation d'une journée ou deux qui sont nécessaires sur d'autres sujets, mais qui n'étaient pas forcément adaptés sur ces problématiques-là. Et puis, le deuxième enjeu, c'est que ça permet d'instaurer finalement une culture de sécurité qui soit partagée, diffusée dans le temps, justement pour ne pas avoir un effet qui retombe une fois la formation passée. Ça permettait d'avoir des piqûres de rappel assez régulières. Donc voilà pour cette nécessité d'adresser les bons leviers au bon moment en suscitant et en stimulant l'auto-efficacité.
Et puis le troisième point que je voulais vous développer, c'est développer le collectif impact. Alors c'est une méthodologie d'approche qui a été développée à l'université de Stanford, mais qui est finalement assez intuitive. Finalement, les promoteurs du collectif impact, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent que pour maintenir un changement de comportement dans le temps et le développer au sein d'une structure, il faut réussir à mobiliser durablement tout un tas d'acteurs qui gravitent et qui coexistent autour de la cible que l'on veut toucher. Qu'il faut réussir à les mobiliser de manière transversale, donc finalement décloisonner les expertises, réussir à se faire parler des personnes qui ont des expertises complémentaires et différentes au sein des structures, au sein des organisations, co-construire avec elles. Il y a vraiment un enjeu, alors évidemment de se nourrir de ce qu'elles peuvent nous apporter, mais aussi de faire en sorte que les relais qui vont porter le projet avec nous puissent se l'approprier, c'est-à-dire puissent en comprendre les enjeux, puissent en comprendre évidemment l'intérêt, et puissent, eux, justement, susciter leur propre sentiment d'efficacité, qu'ils puissent se sentir légitimes à accompagner la cible sur le sujet donné. Et puis, un autre point clé du collectif Impact, c'est le feedback et la coévolution, c'est tenir au courant les relais de l'avancée du projet, de son évolution, de là où on en est sur les objectifs clés qu'on s'est donnés. Donc, c'est vraiment faire en sorte que nos relais soient aussi voilà, une partie prenante de notre sujet, qui monte en compétences et qui puisse nous accompagner sur le sujet. Un cas concret qu'on a mis en place à l'agence il y a quelques années qui intègre cette dimension-là, mais c'est, je pense, quelque chose qu'on intègre vraiment systématiquement dans nos projets en santé publique et en santé en général et sur les problématiques même de RSE. C'était le projet Nestlé Visvecteo, qui est un projet pilote en faveur de la forme des salariés. Donc l'objectif, c'était d'inciter les salariés du groupe à adopter des modes de vie qui soient plus sains sur les lieux mêmes de l'entreprise. Et donc, ce projet-là a vraiment été créé en co-construction avec un groupe de travail qui mêlait différentes expertises, donc que ce soit des représentants du CSE, des responsables QHSE aussi au sein de la structure, la médecine du travail, des chefs d'atelier, des représentants des salariés, des managers, etc. Et l'idée, c'était de mixer aussi des personnes qui travaillaient au siège et des personnes qui travaillaient sur site en usine. Tout ce comité et cette réflexion partagée a permis d'aboutir à tout un dispositif d'action. Donc, je vous présente ici quelques exemples, mais il y a beaucoup d'actions coordonnées qui ont été mises en place, avec des animations régulières qui, pour le coup, s'intégraient parfaitement à l'organisation du travail parce qu'elles avaient été réfléchies en amont avec les personnes concernées. Et que ça allait du coup de la mise à disposition de matériel finalement en accès libre pour les salariés, à l'organisation de séances de marche ou de séances de sport collectif à des temps donnés pour finalement regrouper tout le monde. Et puis des expertises, des outils, pardon, qui permettaient d'aller un peu plus loin et là encore de diffuser de l'information dans un cadre collectif, donc que ce soit des livrets thématiques ou des espaces de ressources en ligne qui permettaient aux salariés d'aller un peu plus loin et pour ceux qui, à titre individuel, avaient envie de s'engager un peu plus, de pouvoir le faire. Voilà pour ces 3 points et puis je vais passer la parole à Laetitia du coup pour les 3 points suivants. On t'entend pas, Laetitia. Ton micro est coupé. Hop, je disais que merci Lina, je vais un petit peu accélérer. Il faut que tu coupes, ouais. Je vais un petit peu accélérer puisque le temps file. Donc le 4e levier qui est intéressant, c'est le nudge. Alors le nudge, c'est un des outils du changement de comportement, certainement. C'est peut-être celui finalement qui est le plus connu et qui émerge le plus. Qu'est-ce que c'est nudger? C'est pousser quelqu'un du coude. Hein. C'est vraiment cette idée de donner un coup de pouce, comment on incite finalement un individu à adopter un comportement, à se comporter d'une certaine manière, mais tout en lui laissant évidemment la liberté de son choix. Donc il y a beaucoup de typologies de nudge qui sont différentes et qui font appel à des mécanismes un peu différents. On en a mis quelques-uns ici et en tout cas,
peut-être le premier qui est en haut, enfin en bas à gauche de votre écran, en tout cas qui utilise ce biais de la norme sociale. Alors, on le voit sur le plateau, 90% des visiteurs ont laissé une table propre. Alors ça, c'est vraiment ce levier de la norme sociale en matière de nudge. C'est que on n'a pas envie de faire partie des 10% des personnes qui vont laisser la table avec un plateau et la table sale. Voilà, donc c'est vraiment ça aussi la norme sociale, c'est être du bon côté, être peut-être faire partie des bons élèves, et on n'a pas envie, entre guillemets, d'être montré du doigt. Et donc c'est voilà une forme de nudge. Alors, celui qui est aussi intéressant, c'est la chaussure que vous voyez en dessous, en fait. Comment on trouve un levier motivationnel qui va faire qu'on va rentrer dans cette fameuse norme sociale? Dans une entreprise, en fait, ils s'interrogeaient sur le fait du port des chaussures de sécurité et pourquoi les collaborateurs ne portaient pas les chaussures de sécurité. Donc, ils ont fait toute une enquête, ils ont étudié justement quels pouvaient être les freins, hein, ce dont vous parlez, Lina, tout à l'heure. Et en fait, il y a 2 points qui ont émergé. Le premier, c'est que les chaussures étaient pas suffisamment confortables, pratiques. Et évidemment, hein, quand on est en usine et qu'on porte des chaussures de sécurité, c'est 8 heures par jour. Hein, et donc, le confort, c'est un point clé. Évidemment, un véritable frein à adopter ça. Et puis, le deuxième point, c'était l'esthétisme. Et que là aussi, on peut être un peu coquet. Et en tout cas, les chaussures de sécurité, elles n'étaient pas très sexy à l'époque. Et donc, ils ont fait tout un travail et ils ont référencé d'autres chaussures de sécurité qui se conformaient à la norme et qui ressemblaient, et on les voit là sur cette photo, étrangement à des sneakers, à des baskets portées par le commun des mortels. Et à partir du moment où ils ont mis à disposition ces chaussures, eh bien, les chaussures ont été portées, beaucoup plus portées, et ils ont augmenté de façon assez considérable. Voilà un exemple de nudge dans l'univers de l'entreprise, du travail, qui est intéressant. Bon, les autres nudges, ils viennent travailler ou en tout cas appuyer sur des mécanismes un peu différents. Ça peut être l'humour. Donc là, avec le fameux vote entre la chocolatine et le pain au chocolat, l'affrontement nord-sud sur les mégots de cigarettes, ou encore effectivement le papier toilette qui, plus on en prend, plus on voit la forêt amazonienne se déforester, entre guillemets. Voilà, donc ça, c'est des différents types de nudge. Il y a une entreprise qui a vraiment misé là-dessus, parce que d'abord, ça colle parfaitement à son activité, parce qu'une fois de plus, le nudge, c'est un point parmi tant d'autres. C'est vraiment le coup de pouce en plus, et ça n'installe pas un comportement durable. Ça permet de faire bouger un comportement à un instant T, et c'est intéressant, ou de déclencher une conscience, mais c'est pas forcément pérenne. En tout cas, ça dépend des situations. Ce qui est en tout cas remarquable à la SNCF, c'est qu'ils ont mis au point une structure qui est complètement dédiée, qui s'appelle la Nudge Unit, et qui travaille au développement de nudge pour encourager un certain nombre de comportements qui vont être intéressants, que ce soit pour les flux, que ce soit pour le bien-être, etc. Alors, par exemple, à gauche de votre écran, il y avait cet enjeu de la propreté en gare, qui est un véritable point dans les différentes gares pour la SNCF. Et donc, à gauche, on voit un mur gris, effectivement un recoin, et visiblement, ce mur et ce recoin étaient propices, fait que les gens aillent uriner. Et donc, le nudge, ça a été d'habiller, de décorer ce mur. Et à partir du moment où le mur a été beau, bien, les gens allaient de moins en moins effectivement uriner. Et donc ça, c'est intéressant, c'est que le beau, la propreté attire effectivement et diminue effectivement ça. C'est un exemple qui est très connu aussi dans le métro new-yorkais, qui avait des gros problèmes effectivement d'insalubrité, de dégâts. Et donc, ils ont nettoyé, ils ont réparé et le métro new-yorkais est devenu propre,
beau. Et donc, plus il était propre, moins il y avait finalement de déchets, de détritus, de choses cassées, plus ça appelait finalement les gens qui montaient dans le métro à être plus respectueux. Donc voilà, ça fait partie des nudges. Je ne vais pas vous détailler les autres. J'aime beaucoup le numéro 4 sur les flux. Nous, en tant que Parisiens, c'est quelque chose qu'on connaît bien. La file de droite où on ne bouge pas et la file de gauche où effectivement on voit les pas qui montent ou qui descendent où on peut effectivement aller un petit peu plus vite. Voilà, ce sont des nudges qui ont permis d'améliorer un certain nombre de points en matière de changement de comportement. Donc, c'est une technique intéressante, efficace. C'est ce petit coup de pouce en plus. Un cinquième levier qui est intéressant et qui permet l'optimisation, c'est ce qu'on appelle le test and learn, c'est-à-dire le test en conditions réelles. On apprend beaucoup à tester les choses en conditions réelles. C'est une chose de les tester en laboratoire, c'en est une autre de les tester en conditions réelles. On l'a beaucoup fait sur un certain nombre de projets à la fois de santé publique ou en entreprise. Et finalement, cette étape du Living Lab, elle a de nombreuses vertus. Alors, la première vertu, c'est que ça permet, quand on teste en conditions réelles, d'affiner, de mettre au point des dispositifs, de se rendre compte de ce qui fonctionne et de ce qui ne fonctionne pas. Et donc, on se nourrit beaucoup à la fois des échecs et puis on va prolonger ce qui est efficace. Ça permet aussi, quand on voit que quelque chose ne fonctionne pas, de mettre en place de nouveaux outils complémentaires qui vont venir pallier ce point-là. Et puis, c'est aussi évidemment un moyen d'évaluer l'efficacité à la fois d'une action, mais aussi de la mobilisation des relais. Lina vous en a beaucoup parlé. Les relais sont importants au sein de l'entreprise, au sein de programmes plus de santé publique où on va s'appuyer sur ces relais. Là aussi, ça permet cette mobilisation. Donc, les tests en conditions réelles, pour nous, à l'agence, ça nous semble être une étape vraiment extrêmement importante, quel que soit le projet, parce que ça permet ces ajustements nécessaires avant de pouvoir déployer, de pouvoir diffuser à plus grande échelle. Et ça permet là aussi d'améliorer l'impact auprès de notre cible, puisqu'on a optimisé, on a regardé à petite échelle ce qui ne fonctionnait pas et on a réussi à l'optimiser. Donc ça, c'est un vrai luxe quand on peut faire ça. Et il y a un vrai gain en matière d'efficacité et d'impact à toucher notre cible grâce à ce type de technique. Alors, on va regarder un exemple. Alors ça, c'est une méthodologie qui a été mise au point dans une usine, donc méthodologie assez classique pour réduire les accidents du travail. Et ce qui est intéressant, c'est par exemple sur un poste particulièrement accidentogène, d'aller tester à la fois des nouvelles actions, des nouveaux outils et de voir en conditions réelles si ça vient diminuer ou pas les accidents, voir ce qui fonctionne moins bien et profiter des échecs ou des réussites pour pouvoir améliorer et déployer sur l'ensemble du site. Voilà, ça c'est un point qui est intéressant. Et puis, dernier point sur nos 6 points. Alors là aussi, un point qui mêle à la fois notre dimension de conseil et notre dimension de communication, c'est packager les démarches pour pouvoir les fédérer et les rendre plus appropriables. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? On va regarder un exemple assez concret. Packager les démarches pour les rendre appropriables, à la fois, il y a le fond et il y a la forme. Donc, on va prendre cet exemple. On a travaillé il y a quelques années pour l'ARS des Hauts-de-France sur une problématique. En fait, leur problématique était comment arriver à remettre les femmes en mouvement, en activité, à ce qu'elles pratiquent une activité physique et comment leur redonner la motivation. Alors, on a travaillé avec, je dirais, le process que Lina vient de vous raconter en faisant les différents points. Et donc, il y a un certain nombre d'items qui étaient importants. Le premier item qui est ressorti quand on a fait l'analyse de la cible, du contexte, c'était que finalement, à 2, c'est plus facile. À plusieurs, c'est plus facile. On s'entraîne, on se motive et en plus,
on active, c'est plus plaisant. Voilà. Donc ça, c'était le premier point et c'était un point très, très clair. Le deuxième point, c'est qu'il fallait qu'on arrive à intégrer à la fois les jeunes femmes qui avaient simplement envie de marcher, d'autres qui étaient plus dans une activité qui allait être plus favorable à une activité en club. Donc, il fallait qu'on regroupe les différentes dimensions de l'activité physique ou tout simplement l'activité, je dirais, anti-sédentarité, de faire un peu de vélo, de se remettre un peu à la marche ou de faire son jardinage. Voilà. Donc, on a essayé d'intégrer ces tableaux-là. On a intégré, Lina vous en parlait tout à l'heure, la stratégie des petits pas. C'est que si moi, Laetitia Sartori, ça fait 10 ans que je n'ai pas fait d'activité physique, j'ai intérêt à y aller progressivement parce que sinon, je vais être dégoûtée au bout de... si je me lance dans une séance d'activité physique d'1h30 alors que ça fait 10 ans que je n'en ai pas fait, voilà, ça ne fonctionne pas. Donc, la stratégie des petits pas, reprendre confiance, progresser, le sentiment d'auto-efficacité, évidemment, c'est quelque chose sur lequel on a misé dans le cadre de cette opération. Et puis, le dernier point, sur le fond, sur ce qu'on a essayé d'adresser, c'est de montrer que ce n'est pas facile, hein, parce que se remettre à l'activité physique, il y a beaucoup de freins. Il y a la difficulté, il y a le coût, il y a le temps. On n'a pas le temps avec les enfants. C'est un véritable effort et il ne faut pas le nier. Et donc, tout ça, c'est ce qu'on a essayé de travailler sur le contenu de cette opération. Et puis, la forme, puis on va l'illustrer pour que ce soit plus clair. La forme, c'est arriver à rendre communicant, impactant. Donc, c'est trouver un nom, désigner la démarche pour qu'elle soit la plus claire possible. Et donc, pour nous, le terme, c'était « bouge avec moi » et vous allez voir l'illustration. Donc, un nom, un fil rouge qui soit suffisamment attractif et appropriable. Et puis, il fallait des contenus, il fallait des formats. Il faut que les formats ils soient pensés aussi pour la cible parce que ce n'est pas une mince affaire que de remettre les femmes à l'activité physique. Il fallait arriver à les motiver. Donc, des formats qui sont pensés pour embarquer notre cible, pour la séduire et pour avoir effectivement quelque chose d'impactant qui soit un déclencheur. Et donc, je dirais que la meilleure des illustrations, c'est peut-être le film qui a été fait et qui vient retranscrire un petit peu à la fois ce travail sur le fond et qui vient bien expliquer la méthodologie et les 6 points qu'on a intégrés, et puis à la fois sur la forme, en termes de format et en termes, je dirais, de communication pour rendre les choses impactantes et séduisantes. Je veux bien que tu lances le film. Voilà, pour donner une illustration sur la façon dont on package la démarche et dont on essaie de la rendre séduisante. Voilà, on arrive au bout de cette présentation. Donc, en résumé, autour de ce sujet de prévention à la fois santé, sécurité, bien-être, hein, en tout cas, nous, chez LinkUp, il nous semble qu'il y a 6 grandes clés qui peuvent être activées de façon concomitante
ou pas, selon les sujets, mais en tout cas, ça nous semble être des points qui sont importants. La compréhension de la cible, c'est un sujet clé. Évidemment, l'étude du contexte, avec cette méthodologie qu'on vous a développée, qu'on vous a partagée. Travailler sur le collective impact, bien connaître les relais, les impliquer, co-construire avec eux. Le test en conditions réelles, l'intérêt effectivement de tester les choses, de pouvoir optimiser, de pouvoir rectifier avant de déployer à plus grande échelle. Activer le bon levier au bon moment, on en a parlé, être là au moment perméable pour notre cible. Utiliser les nudges, ça fonctionne sur un certain nombre de points. Ça ne résout pas tous les problèmes, mais c'est intéressant en plus des autres techniques. Et puis le fait de packager ces démarches pour les rendre appropriables, impactantes, séduisantes, c'est aussi un item. Voilà pour cette conférence. Vous avez 2 questions dans le chat, Lina et Laetitia. On était très concentrés, donc C'était normal. Non, mais j'avais dit qu'on pouvait poser les questions dans le chat et y répondre à la fin. Donc première question, je travaille dans le Jean-Marc. secteur de l'intérim. La question de la chaussure de sécurité a été posée pour équiper les intérimaires de chaussures plus confortables. Le frein au changement est économique, cela représente un coût plus élevé pour les agences d'emploi. Nous avons référencé pour la branche des chaussures de qualité un coût négocié, mais peu d'agences s'engagent. Ce frein peut-il être levé ? Alors, oui, c'est clair, vous avez parfaitement raison. La dimension de coût, alors c'est un très bon exemple sur les chaussures de sécurité, mais globalement sur les équipements, parce qu'il y a plein d'autres exemples. On a d'autres exemples dans les sociétés effectivement de services avec des équipements pour qu'ils soient antitranspirants, pour qu'ils soient assez jolis et ainsi plus portés. Mais effectivement, c'est des coûts plus importants pour l'entreprise et là pour vous, pour les agences. C'est évidemment des coûts plus importants. Alors, comment lever ce frein-là ? Nous, la réponse qu'on adresse là-dessus, c'est que les résultats sont bien meilleurs. Donc, je pense qu'il y a une information, il y a très certainement un recensement, avoir des informations chiffrées, montrer, la démonstration par l'exemple, montrer à ces différentes agences et aux employeurs le gain qu'ils vont avoir, la réduction effectivement potentiellement des accidents du travail. Après, c'est multifactoriel et bien souvent, on ne peut pas attribuer à un seul point au port des chaussures de sécurité, mais en tout cas, on peut obtenir des chiffres là-dessus et je pense qu'en montrant la réduction exactement, ça peut venir apporter un petit peu de l'eau à votre moulin. Et je peux prendre la deuxième question du coup qui était: élaborez-vous des indicateurs dès la création de l'action et comment mesurez-vous l'efficacité des actions? Alors, tu réactives ton micro, Lina, et que Laetitia, parce qu'on t'entend moins bien du coup. Ça marche. Super, merci. Oui, donc je disais, élaborez-vous des indicateurs de la création de l'action et comment mesurez-vous l'efficacité de ces dernières? En effet, donc je ne vais pas rentrer dans le détail là aujourd'hui, mais on a une méthodologie à l'agence de mesure d'efficacité des actions qu'on met en place dans le cadre des projets de changement de comportement. C'est une méthodologie qui s'appelle SAVE et qui justement prend en compte les éléments dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc SAVE pour système, acteur, valeur et empowerment. Le système, c'est tous les indicateurs de mesure qui vont nous permettre d'évaluer à quel niveau on se situe justement. Est-ce qu'on va agir au niveau individuel? Est-ce qu'on va agir au niveau de l'environnement de la personne? Qu'est-ce qu'on fait bouger finalement sur ce critère-là? Acteur, ça va être un critère de mobilisation. Combien de personnes on mobilise par notre action? Combien de personnes sont réceptives? Quel changement on observe? Et ça va concerner à la fois notre cible directe, les bénéficiaires, par exemple les personnes à qui on veut faire porter les chaussures de sécurité, mais aussi les relais. Et donc typiquement les gens qui sont intermédiaires, le service qui va les acheter, etc., on mobilise concrètement dans notre projet. Valeur, ça va être la valeur qu'on crée pour notre cible et pour les relais. C'est très important de mesurer si les gens, au-delà d'apporter, s'ils adoptent le nouveau comportement, mais qui se sentent super frustrés, qu'ils le font parce qu'ils se sentent obligés de le faire, qu'il n'y a pas une véritable intégration du fait que c'est mieux pour eux et que c'est une bonne chose, le comportement, il ne durera pas dans le temps.
Et donc, du coup, c'est très important de mesurer la valeur qu'on crée pour la cible et pour les relais. Est-ce que les relais se sentent légitimes à mener cette action ou au contraire, est-ce qu'ils le font à contre-cœur, etc. Donc, nous, c'est vraiment des points de vigilance qu'on intègre à la mesure de nos projets, de faire en sorte que non seulement la cible soit convaincue de l'action et qu'elle ait envie de s'engager dans le dispositif de changement, mais que les relais ils se sentent légitimes à l'accompagner, légitimes à participer et à bouger les choses. Et puis, l'empowerment, c'est cette dimension d'appropriation, mais poussée un cran plus loin. C'est qu'une fois qu'on a mis en place un projet de santé-sécurité, etc., bah, quelle est finalement la part d'évolution personnelle et de libre arbitre des gens par rapport à ça? Est-ce que les gens spontanément vont mener de nouvelles actions, par exemple en lien avec le sujet, vont créer un nouveau collectif, par exemple, dans le cadre de Nestlé Vivacteo, il y a des actions qui ont été menées, bah, c'est mesurer est-ce que les salariés de leur propre initiative ou telle ou telle, telle ou telle unité va mettre en place, elle, de son côté, une nouvelle action, un nouveau dispositif. Donc, c'est vraiment l'appropriation par les gens de toute la méthodologie pour pouvoir en disposer par elle-même et faire vivre le projet dans le temps. Et non seulement faire vivre le projet dans le temps et le piloter, mais aussi avoir des éléments d'évaluation. Et donc, je reboucle un peu sur la question sur les chaussures de sécurité. C'est que ce type de méthodologie en matière d'évaluation qui commence dès le démarrage de l'action et jusqu'à la fin, il peut même y avoir des piqûres de rappel à 1 an ou X semaines après la fin de l'action, permet aussi d'avoir une évaluation claire, quantitative et qualitative, et donc d'avoir des données, des datas sur lesquelles s'appuyer, parce que bien souvent, c'est un peu de ça dont on manque. Et donc, ce système SAVE qu'on a éprouvé, qu'on a testé sur un certain nombre de projets, notamment de santé publique, est vraiment un grand pas en avant pour obtenir de la data et donc convaincre aussi les parties prenantes, que ce soit en entreprise ou ailleurs. Je regarde s'il y a d'autres questions. Non, nous n'avions pas d'autres questions. N'hésitez pas si vous voulez poser des questions à l'oral. C'était très intéressant et très inspirant. On ne t'entend pas, Julie. Je vois que tu bouges les lèvres, mais... Vous m'entendez toujours pas? Allô, allô? Si, Très on t'entend. très bien. Ah bon, bah vous m'entendez? Non, je pense que tu as un problème de son, on ne t'entend pas. Si, on entend Laetitia, regarde ça doit s'il y a être. d'autres questions et je n'en vois pas dans la file de la conversation. Merci pour vos mots, en tout cas très gentils. Je pense qu'on arrive à la fin. On a dépassé de 5 minutes, hein, donc sinon on va nous gronder. Alors, je confirme que vous m'entendez tous. Merci beaucoup, en tout cas, et très bonne journée. Et j'espère à bientôt pour une prochaine visioconférence Link Up.